Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Comme chaque samedi, rétro info de l'info. Et donc, pour en parler, j'ai avec moi ici Badis Khnissa, représentante à la Al-Hurriyet, France. Merci d'être avec nous. Nazim Taleb, membre du secrétariat du mouvement Rachad. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Tahar Sisselir, militant des droits de l'homme. Merci, Tahar Sisselir. C'est toujours un plaisir de participer à votre émission. Alors, d'abord, les titres. HuffPost, Khaled Nazar, je ne suis pas un éradicateur. Par May Samman. Al-Watan, le département d'État américain évoque 160 prisonniers d'opinion. Y a-t-il des détenus politiques en Algérie? Par Salimat Lemsani. Liberté. RSF, la classe 136e sur 180 pays. Liberté de la presse, l'Algérie dans le rouge. Par Farid Belgassem. Alors, nous allons parler aujourd'hui de sujets de la semaine, les déclarations de Khaled Nazar à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Mémoire du général Nazar. Nous parlerons aussi de la répression de la manifestation des médecins résidents et du projet de loi sanitaire. Ensuite, du rapport du département d'État américain sur les prisonniers politiques en Algérie. Et, si nous avons le temps, de RSF, du rapport de RSF qui classe l'Algérie à la 136e place mondiale en matière de liberté de la presse. Les déclarations de Khaled Nazar, nous allons envoyer un court extrait et nous allons commencer à en parler. Image. J'ai emprunté un chèque en devise. 5 000 €. J'avais des choses à faire. واحد حبيبي سلف لي وقال لي تروح البي ام بي تال اندروا سمعتي تلقى اترونجي وكل شيء. رحت لقيت une dame, un divan derrière, un truc هذاك كيف يقولوا un truc un bureau comme ça عادي شويه كيف يقولوا له مانيش عارف نسيت اسمه ساعات انا ولا موظف. Il y avait une dame derrière. Quand la madame, voilà, je suis venu pour enquêter. Oh, c'est beaucoup d'argent liquide. On ne peut pas vous donner de l'argent liquide comme ça. Oh, je suis là, je n'ai rien, je viens pour... J'ai un chèque, je viens pour encaisser. Je vais voir le directeur. Peut-être qu'il sera d'accord pour 1 000, 1 500 €. Pas plus. خديت هرب. وبعد رجعت قالت لي سي با بوسيبل. عيطت الانسان اللي عطاني الشيك عيطت له في التليفون وعديته له. فهمت سي لو بروبريتير دو كونت سمعتي جو فو الباس. هضرت معاه ومن بعد قالت له vous aurez dû envoyer un mail vous aurez dû سمعتي وكل شيء. دونك يافي لو ديفان هذا كونتر طون شا واحد قعد في لو ديفان جيت قعدت بحداه نستنى لي انا راح تزيد تسقسي. C'est bon à raconter ces choses-là, c'est bon à raconter. Et puis, باش يقول لي دارليا عنده شكله جزائري. enfin افريكان دو نور. هضرني بالجزائرية. قال لي مون جينيرال راك ساكن هنا في فرنسا. ساكن هنا. انت تشوف فيها هذه النيغوسي اللي سمعتي البيمون تاع الشيك وانت تقول لي بدي ساكن هنا باك. قلت له باك. نعيش هنا ولا نعيش هنا؟ تعرفوا واش قال لي؟ لو ما شفتش بعيني والله سمعتي نكذب. ما دي تكستوالمون. لو ما شفتش بعيني وما سمعتش بودني كنت نكذب. دونك لي جون سو فون دي زيدي. سو فون دي زيدي. قال الجنرال يانا كي ما يحكموش في رواحهم كاين بعض مي سي با كوميم فو با جينيراليزي معروفين الناس الكل تعرفهم اللي سماو عليه لو بون دي جينيرو اللي سماو عليه علاه يسمى عليه البون دي جينيرو ولا خايفين يقولوا اسمه اللي كان يجيب البيرة خايفين يقولوا اسمه سلطان قولوا اسمه مات et puis dénoncer tous ceux qui se comportent de cette manière مات donc voilà donc je tire pas les ficelles il y en a peut-être qui tirent les ficelles sur de Barroso. C'est leur responsabilité, c'est pas la mienne. Et moi, je ne m'engage pas dans ces trucs-là. Moi, j'ai quitté. Oh, subhanallah, moi, j'ai quitté. Et quand je parle,
c'est pas pour viser quelque chose ou quoi que ce soit. C'est pour critiquer quelque chose, ou là parce que je vois quelque chose, mais je me dis, je fais bledi. Non, comme citoyen. Qui mène tout, comme t'as. Donc je fais un peu de journaliste. C'est tout. Voilà, donc le général Nzar qui nous dit qu'il n'a rien, que c'est un citoyen qui a eu des difficultés à encaisser un chèque de 5 000 euros. Khaté n'est pas comme les autres généraux, qui m'a le général Ataïli, qui n'a pas cité. Il nous a aussi dit par ailleurs qu'il n'est pas un éradicateur. Il a dit ça, je ne suis pas un éradicateur, je suis un enfant du peuple. Il a dit aussi que si ce n'était les égorgements de Zitouni, dont tout le monde sait que c'est un agent du DRS, si ce n'était les égorgements de Zitouni, jamais l'armée ne se serait mêlée. Et il a dit, on a même dit que nous allions permettre, et ça je ne l'ai pas compris, que nous allions permettre de revenir vers les élections, mais le fils ne nous a pas laissé le temps. Après l'interruption du processus électoral. Il l'a dit comme ça. Il a dit des tas de choses. Et que si nous avons vaincu, c'est grâce au peuple. Parce que si le peuple n'était pas avec nous, nous n'aurions pas pu vaincre, etc. Et alors, d'après vous, messieurs? Moi, ce qui m'étonne, en fait, quand l'ignorance et l'intolérance sont armés du pouvoir. Parce qu'en Algérie, malheureusement, des gens comme ça sont armés du pouvoir. Parce que depuis le début, en fait, lui, il a pris le pouvoir après les négociations dans les frontières en fait, de Oujda. Ils ont négocié d'intégrer les officiers avec le même grade. Donc, ils ont pris le pouvoir de plus en plus à l'intérieur en fait, de l'armée. Et à la fin, aux années 90, ils avaient tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Et d'ailleurs, à partir de 90, donc, eux, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Donc, ils ont déclaré une guerre contre le peuple. Et lui, comment il peut dire qu'il n'a pas de pouvoir comme les autres alors qu'il était au haut comité d'État? Comment il peut dire qu'il n'avait pas le pouvoir alors qu'il était en fait au sommet de l'État? Il a pris en fait des décisions graves pour réprimer, pour assassiner des Algériens en 1988. Il y a 500 morts, plus de 14 000 blessés, et il disait que apparemment, les balles, ils ont deux vies. Une vie, en fait, quand on frappe par terre, et une vie pour assassiner. Elle fait des ricochets. C'est-à-dire, nous, on a tiré par terre, mais c'est le ricochet qui a tué, c'est pas le tir. Qui a assassiné, en fait, des Algériens. Donc, je pense si on fait, en fait, le tour en fait, de sa carrière militaire, on va constater rapidement qu'à chaque fois qu'il a, en fait, un poste de responsabilité important, où il est derrière en fait, toutes les décisions où il y avait des assassinats. Donc moi, j'aurais préféré l'appeler en fait Khaled El-Djezzar que de l'appeler en fait Khaled Nzar. Et lui, il dit, je ne suis pas un éradicateur, je suis un fils du peuple. Badis Khnissa. Écoutez, moi je reste assez perplexe par rapport à ce type de déclaration pour la bonne et simple raison que, d'une part, par ma nature, je n'ai pas la faculté de faire l'exégèse d'une déclaration qui plus est singulière comme celle-ci. Rappelons-le qu'il a intervenu plus dans le cadre d'une conférence de presse pour présenter un livre, notamment ses mémoires, et qui a été détourné finalement à 100% vers ce que j'ai appelé peut-être une thérapie exutoire. Peut-être c'est plutôt une conscience, une prise de conscience qui a à un instant T activée par je ne sais quel moyen. Mais ce que je peux retenir moi dans tout ça, c'est que effectivement, aujourd'hui, on n'a pas des faits factuels pour pouvoir se mettre en tant que juge. Laissons l'histoire et les événements le prouver par la suite. Mais je pense que cette intervention aujourd'hui, peut-être, arrive à un point nommé pour élucider peut-être certaines choses qui sont restées longtemps occultées ou dans l'omerta. Maintenant, oui, ça pourrait aussi induire le fait qu'il est dans une dynamique d'argumentaire, alors qu'il n'y a pas eu de questions pour autant posées ou de jugement ou de procès. Mais il sait pertinemment qu'on est beaucoup dans des légendes urbaines, beaucoup Mais dans il a des dit quelque chose d'assez curieux. Il a dit « L'avenir nous dira si on a eu tort ou raison ». Or, depuis 92 à aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. C'est une trentaine d'années. Et ça nous a déjà dit, ça nous a déjà parlé. Par exemple, entre autres, que ces sauveurs de la République dont il est, lui,
ces généraux qui sont autoproclamés sauveurs de la République sont tous devenus milliardaires en dollars, ou alors au moins millionnaires en dollars. Et ils continuent de dire « l'avenir nous dira », alors que la plupart des gens qui ont été des acteurs de cette tragédie sont décédés. Il n'y a plus d'avenir du tout. Écoutez, je pense que c'est du factuel. On peut d'ores et déjà établir un rapport et un constat sur ce que est devenu l'Algérie depuis quelques années, notamment depuis un 27 avril 1999. Donc oui, ça c'est une évidence. Maintenant, sur sa déclaration en elle-même, encore une fois, je pense qu'il n'est qu'une partie peut-être complémentaire ou une composante parmi tant d'autres de l'armée. Rappelons-le, ce n'est pas non plus, en matière de responsabilité, si responsabilité il y a, qui soit en fait l'unique prétendant à être jugé et subir un procès d'intention comme aujourd'hui. Théoriquement, il était le chef. Oui, il était le chef, le patron de l'armée, voilà, ministre de la Défense. Ministre de la Défense. En même temps, il était ministre aussi de ce qu'on appelle la Grande Muette, donc une armée qui est censée être justement en décalage par rapport à ce qu'on exerce. Mais l'armée n'a jamais été la Grande Muette en Algérie. Quand est-ce que l'armée algérienne a été la Grande Muette dans son histoire ? Avant 1962, elle a pris en otage l'indépendance du pays. Puis elle a installé les présidents l'un après l'autre jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a jamais été la Grande Muette. Pourquoi attribuer un tel qualificatif à une organisation qui est le principal patron et le seul décideur politique de ce pays? Écoutez, moi, je me concentre sur le rôle de l'armée en général, parce que l'armée, elle ne se résume pas à quelques personnes. Vous voyez, donc moi, je considère et je crois profondément que les personnes sont éphémères, la nation est éternelle. Donc aujourd'hui, je me concentre plutôt sur... Enfin, je suis résolument tourné vers l'avenir. Je pense que c'est ce que veulent aujourd'hui les Algériennes et les Algériens. Maintenant, encore une fois, je ne renie pas, compte tenu que je suis comme tout Algérien, qui a des faits, qui a en fait des choses, qui a des informations, des bribes d'informations, pardon. Mais encore une fois, sans pour autant, je ne veux pas tomber, car on a aussi des responsabilités politiques. Je ne veux pas tomber dans cette fameuse légende urbaine qui a été beaucoup nourrie et alimentée par beaucoup de rumeurs. Or, pour moi, la rumeur n'est pas la rigueur. Maintenant, s'il est responsable, il devra bien évidemment rendre compte de ses responsabilités, mais dans un procès équitable, dans un procès digne de ce nom. Puisqu'ils ont fait une loi dite de réconciliation nationale qui interdit tout questionnement, toute poursuite, toute plainte dans cette affaire. Comment voulez-vous qu'ils rendent compte ? Justement, ils ont préparé en fait l'auto-amnistie. Et donc aujourd'hui, on nous parle de l'armée. Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a un commandement militaire qui est là pour empêcher le peuple d'accéder au pouvoir. Et il y a des militaires, les pauvres militaires, qui souffrent comme tous les Algériens. Et d'ailleurs, la preuve, les Algériens, ils étaient solidaires avec les militaires. En fait, il y a quelques jours, ils étaient tous solidaires. Mais le commandement militaire, aujourd'hui, il doit lâcher le pouvoir. Il doit rendre le pouvoir au peuple. On ne peut pas rester en fait vous avez le droit d'être en à désaccord. Dire peut-être ou dans le ni-ni ou dans le peut-être. Non mais on converge vers les mêmes. En Algérie, tout est clair. On converge vers les mêmes conclusions en fait. Là où je veux en venir, au sommet de l'État. Si vous me permettez juste, si je prends. Oui, je vais finir juste ma phrase. Il y a des monstres aussi au sommet de l'État. Ils doivent partir rapidement pour sauver en fait l'Algérie justement. Les sauveurs doivent partir parce que c'est le moment, parce qu'ils ont dégradé l'Algérie, parce qu'ils l'ont mis à genoux, et c'est le moment en fait de changer. Très rapidement, juste pour rebondir sur ce qui a été dit, vous avez le droit d'être en désaccord, effectivement. Maintenant, je pense qu'on converge vers la même finalité, si ce n'est que vous le dites d'une autre manière. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que essayons de donner au fait une certaine virtuosité à nos analyses, dans le sens où un procès ne peut pas être un procès d'intention sur des légendes urbaines ou c'est des rumeurs. Pour moi, la rumeur n'est pas la rigueur. Ce que je veux dire par là, c'est que laissons l'histoire, laissons les événements, laissons l'alternance, le changement. Parce que vous venez de le dire, en fait, quand vous dites qu'il quitte le pouvoir. Mais pour que cela, il faut une impulsion d'aller vers ce qui est normalement, théoriquement, idéalement applicable. Quand je vous ai parlé de la Grande Muette, effectivement, c'est dans des pays dits démocratiques, dans des pays qui, chaque institution a son rôle à jouer. Mais là où je diverge avec vous, c'est que moi, je considère qu'on ne peut pas aujourd'hui, et quelque part, il y a une certaine contradiction dans votre analyse, on ne peut pas aujourd'hui résumer toute cette institution qui est l'armée à un groupe de personnes ou une nébuleuse qui fait certaines choses ou dans l'omerta ou quoi que ce soit.
l'armée, dans sa globalité, dans sa généralité, c'est le peuple, c'est les fils du peuple. On l'a vu récemment, malheureusement. Avec on va laisser la parole à Nazim Taleb, mais juste pour vous dire que vous parlez de rumeurs depuis tout à l'heure. 250 000 morts, ce n'est pas des rumeurs. Des rapports clairs qui font état de terrorisme pédagogique, c'est-à-dire un terrorisme qui a été conduit par les chefs de l'armée, ce n'est pas une rumeur. Des témoignages d'officiers supérieurs de la même armée qui pointent du doigt leur chef et qui disent le terrorisme a été notre création, nous l'avons instrumenté, nous avons massacré des populations civiles. Ce ne sont pas des rumeurs. Monsieur Chenov, avec tout le respect que je vous dois, quand je dis cela, les rumeurs, c'est pas dans ce sens-là. Donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Oui, c'est ce que j'ai compris, donc ce que comprennent tous les téléspectateurs. Ne serait-ce que par respect, justement, ne serait-ce que par respect envers les victimes et la tragédie qu'on a vécue lors de la décennie noire. Non, je m'explique très rapidement. Rapidement, parce que oui, sinon, non, j'entends bien, je sais bien, même si le sujet est très, on va dire, sensible. Non, ce que je veux dire quand je parle de rumeurs, moi je considère, j'ai un esprit assez cartésien. Je considère que quand on fait le jugement de quelqu'un, on ne peut pas l'envoyer en pâture dans un jugement populiste, ne serait-ce que par respect envers la démocratie que nous défendons. Ne serait-ce que par respect envers à quoi nous aspirons. Eux-mêmes interdisent toute enquête. J'y viens. Tous les chefs de l'armée ont fait en sorte qu'ils ne soient pas jugeables. Et vous êtes en train de nous dire qu'on ne peut pas les juger s'il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête parce qu'ils ont interdit qu'il y ait des enquêtes. J'ai peut-être cette faiblesse de croire, parce que j'aspire à l'avenir, parce que j'aspire au fait à une Algérie meilleure, respectueuse de tous ses enfants. Donc j'aspire, peut-être c'est idéaliste, peut-être c'est angélique. Peut-être c'est angélique, mais moi ce que je veux dire, c'est qu'on peut débattre, on peut épiloguer pendant des heures sur ces sujets. Mais encore une fois, la base, elle reste, quand je dis des rumeurs, elle reste sur des bribes d'informations. J'entends bien, moi je considère qu'à partir du moment où il y a un procès qui a été ouvert, une instruction qui a été diligentée, une enquête qui a été menée, à ce moment-là, nous pourrons. Mais bon, on est en train de faire un dialogue de sourds. On ne peut pas y avoir d'enquête, on ne peut pas y avoir de discussion, il y a une loi d'auto-amnistie qui interdit tout ça, mais vous êtes en train d'enfoncer des portes ouvertes. On ne peut pas faire d'enquête, on est obligé de prendre en compte ce qu'on a, ça veut dire les témoignages. Eux-mêmes interdisent qu'on enquête et vous dites on ne peut pas les juger si on ne m'enquête pas. Si on ne les juge pas, eux-mêmes refusent de passer en justice. On ne peut pas pour autant. Ils refusent de passer en justice. Ils refusent toute commission. On ne peut pas pour autant faire des jugements populaires. On ne fait pas des jugements populaires. Non, voilà. Vous êtes en train de nous faire dire ce qu'on n'a pas dit. Nazim Taleb, s'il vous plaît. Bon, pour ne pas rentrer un petit peu dans les débats, je veux dire, on n'est pas dans la légende. Il a écrit quand même à son crédit, hein, à son crédit. Il a écrit quand même 7 livres. Là, il va avoir 2 tomes. Et c'est vrai qu'il assume. Hein. Voilà, il a quand même à son crédit 7 livres. Moi, je regrette que d'autres partis n'ont pas écrit de livres. Par exemple, Ali Belhaj n'a pas écrit de livre, Abbasi Madani n'a pas écrit de livre. Moi, je le regrette parce que c'est une autre version de l'histoire et qui va être racontée par des victimes. Absolument, malheureusement, on ne l'a pas. Ouais. Donc, à son crédit, il a 7 livres. Mais en même temps, Khaled Nazar, aussi bien dans son témoignage à lui, aussi bien dans les témoignages, par exemple, vous prenez le bouquin de Rachid Ben Yillis, il a participé au coup d'État de 65. C'est lui qui devait assurer la sécurité d'Alger pendant le coup d'État. 62, c'est lui qui a quand même, à partir de Oujda, il a quand même déposé le président Ben Khedda. En 92, en 88, il a quand même, on a tiré sur des civils non armés. Et il assume la responsabilité en disant qu'il n'avait pas des balles en caoutchouc, on a utilisé des balles réelles. Vous vous rendez compte quand même ? Une population, on les mitraille comme ça, comme du bétail. Et en même temps, il dit... Bon, il y a plusieurs points. Malheureusement, vous avez quand même consommé... En 92... Non, mais en 92, on ne peut pas non plus dire que... Lui, il dit... on ne tire pas les ficelles, mais encore une fois, il faut revenir dans ses livres. En 92, il était ministre de la Défense. Dans l'histoire de l'Algérie, le ministre de la Défense, il y en a eu 2. Et après il était membre de la junte qui a fait le coup d'État. Il y a le général Nazar et le général Mohamed... comment il s'appelle Mohamed... Ammari, Mohamed Ammari. Après, le ministre de la Défense, c'est le président. Donc, on ne peut pas dire qu'il tirait les ficelles. Sur un autre point, il y a une contradiction flagrante. Quand il dit que, par exemple,
nous, c'est pas l'armée, c'est des acteurs. Bah, tant mieux, nous, on ne veut pas accuser l'armée, parce que dans l'armée, il y a des gens loyaux, il y a des gens intègres, etc. Mais c'est eux, malheureusement, qui ont utilisé l'armée. Lui-même, dans ses déclarations, il dit on a réuni un conseil des chefs d'état-major, de tous les chefs de région, sans informer le Chadli, sans informer Chadli. Attendez, pour apporter de l'eau à votre moulin, le général Ben Hadid a dit, y compris à Al-Magharibiya, qu'avant l'interruption du processus électoral, bien avant même les élections, l'armée s'était réunie pour décider d'empêcher la victoire du fils. Il l'a dit, ça veut dire que c'est clair. Lui, il assume, il a dit, moi j'étais contre le... Après, encore une fois, l'histoire n'est pas blanc. Est-ce qu'il y a eu des violences? Oui, il y a eu des violences au sein de certains partisans du fils. Est-ce que certains partisans du fils faisaient peur? Ça, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai vécu dans cette Algérie. Effectivement, il y avait des éléments violents. Il y avait un discours violent. Il y avait des gens qui, communistes, etc. Ça, c'est indéniable. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des éléments du fils que je fais un coup d'État. Il faut faire des investigations. Et lui, il dit qu'il y a eu des actes terroristes. Ben, il faut faire une enquête, voir qui est vraiment derrière ces actes terroristes. Je termine, j'ai pas encore. Moi, pour moi, les déclarations, deux points importants. Le point rapidement, le point important, c'est qu'il dit que, et ça, c'est grave, parce qu'il dit, depuis Zitouni, le peuple a adhéré à notre vision de la chose. C'est-à-dire que depuis le madabih, les exactions, les tortures, etc., et il a appelé ça la DOT. Parce que j'ai vu sa vidéo, elle dure à peu près 1h38. Il a appelé ça la DOT qu'ils ont appris dans les écoles françaises. Donc ils savent très bien, ils ont utilisé des gens-là qui ont été confirmés par Ben Hadid justement, qu'ils ont utilisé des terroristes pour faire basculer l'opinion publique. Et dernier point... Terrorisme pédagogique. Voilà, et le dernier point... Et je dirais, pour rentrer un petit peu dans une note positive, lui, il dit « je regrette les morts ». Parce que les 7 bouquins, s'il en écrit autant, c'est que c'est une thérapie pour lui. Il sait qu'il est fautif, il sait qu'il a commis une faute. Et quand il dit l'avenir, il l'a dit, vous l'avez très bien dit, 30 ans après, on voit l'Algérie où est-ce qu'elle est. Donc l'arrêt du processus électoral n'a pas été la solution. Mais si vraiment... Général Nazar veut vraiment dire regretter les morts, il n'a qu'à aller voir les victimes de sa propre politique. Il n'a qu'à initier, et là il gagnera en grandeur, d'initier au moins un dialogue avec ses opposants. Mais l'auto-amnistie le lui interdit. La charte nationale pour la réconciliation. Vous croyez que des gens comme ça ont peur des lois algériennes? Nazim, c'est une loi. Non, la loi interdit. C'est une loi venue d'un référendum. Elle interdit toute enquête, toute vérité, toute justice. Je parle pas. Toute recherche scientifique. Non, je ne parle pas d'enquête. Je parle tout simplement d'initier, d'être autour de la table avec les acteurs de l'époque et de au moins discuter avec Ali Belhaj, avec Abbassi Madani, avec les disparus, avec les victimes. Au moins, il gagnera en grandeur et pour au moins éviter à l'Algérie un bain de sang demain. J'espère qu'il viendra ici à Al-Magharibiya le faire, puisque nous lui avons lancé une invitation publique. Venir à Al-Magharibiya et discuter avec d'autres invités librement, en direct, sans aucun traquenard. Nous allons passer au dossier suivant. Le département d'État américain évoque 160 prisonniers d'opinion, des prisonniers politiques. Et la question que se pose Al-Watan, y a-t-il des détenus politiques en Algérie? Je rappelle qu'en l'occurrence, c'est un dossier noir, une véritable tragédie, dont presque personne ne sait rien, y compris les observateurs politiques. Environ 160 personnes oubliées de tous, reléguées dans l'oubli, dont personne ne parle. Certains, comme l'avocat Mustafa Razel, parlent de 300 prisonniers, pas de 160. 300 prisonniers et plus peut-être. Ils ont été condamnés juste après l'interruption du processus électoral. Alors, soit par des tribunaux militaires, soit par des cours spéciales, à des peines très lourdes, à perpétuité ou à mort. Et des personnes donc, qui ont été condamnées pour les mêmes faits, après, ont été élargies, ont été libérées, mais pas ceux-là. Alors que ceux-là ont été condamnés par des tribunaux militaires et des cours spéciales, dans des conditions très troubles, très opaques, qui ne permettaient pas à l'accusé de disposer de l'ensemble de ses droits, et qui ont été donc condamnés. Certains parmi eux sont morts en détention.
L'un est mort, dont on sait quelque chose, est mort de cancer. Un autre serait devenu fou et il est toujours en prison alors qu'il a perdu la raison. Les conditions sont très dures. Personne ne sait quoi que ce soit d'eux. Ils sont dans une sorte d'isolement et personne ne parle d'eux comme s'ils n'existaient pas, comme s'ils étaient sur une autre planète. Alors, qui se lance? Moi, j'ai appris leur existence. Alors, c'est vrai que je connaissais une sorte d'isolement. Hein. Oui, je connaissais l'existence justement de ces prisonniers politiques, mais quand je suis allé à Béchar, vraiment, j'ai connu un membre en tout cas un ami à lui, qui m'a effectivement, il m'a dit qu'il est en prison depuis 92. C'est vrai que c'est très difficile à croire combien on peut être inhumain pour laisser quelqu'un croupir en prison. Et la plupart peut-être, j'exagère, mais il y en a un bon nombre qui sont malades. Oui. Soit du cancer, soit ils sont vieillissants. Ça fait 27 ans. Ça fait pratiquement 30 ans. C'est-à-dire qu'ils étaient plus en prison que Mandela, donc, qui a passé 27 ans en prison. Donc ça, malheureusement, encore une fois, c'est le département d'État américain qui remet une couche dessus, alors que... Et pourquoi les intellectuels algériens n'en parlent pas? C'est horrible, ça, c'est atroce. Surtout quand on sait que la plupart de ces gens qui sont passés en justice, comme par exemple les accusés de l'affaire de l'aéroport d'Air Baïda, à Alger, qui ont été accusés dans l'attentat de l'aéroport. La plupart ont répondu aux questions qui leur ont été posées sous la torture. La plupart de ces gens qui ont été condamnés l'ont été après des séances de torture horrible. Or, aujourd'hui, les intellectuels n'en parlent pas du tout, les journalistes non plus, l'opposition politique non plus, et même pas les islamistes qui sont dans l'opposition. Comment vous expliquez cette chose, cet oubli Non, ce n'est pas un oubli. Le département, le rapport, moi je l'ai lu, il fait à peu près 36 pages. Donc, ils le disent eux-mêmes. Ils disent qu'au niveau des intellectuels, au niveau des journalistes, il y a des lignes rouges. Et donc, il y a des pressions juridiques, et ça, il le parle. Hein. Il y a, quand je vous ai dit, 36 pages, il le parle. Voilà, par exemple, page 6, détention sans donner la possibilité de voir un avocat. Page 5, utilisation des confessions obtenues sans la présence de l'avocat, c'est-à-dire on le tabasse. Voilà, on le tabasse. Page 8, 160 prisonniers depuis 90. Page 9, justice qui manque d'indépendance. Page 10, surveillance électronique sur la population, hommes politiques, journalistes. La page 11, voilà, on revient à le contrôle des médias par le biais de l'ANEP. Il cite le cas, par exemple, de Hadda Hazam. Quand on exerce un poids, c'est-à-dire comment dirais-je, on exerce des pressions économiques, les journalistes. Mais ils ne peuvent pas traiter de tous les sujets. Les intellectuels non plus, parce qu'ils sont profs à l'université. Du jour au lendemain, son poste va sauter, ou il est dans un centre de recherche, du jour au lendemain, son poste va sauter. Juste pour apporter de l'eau à votre moulin, RSF a condamné l'Algérie, justement, qui recule de 2 places, qui passe à la 136e place, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de main étrangère et tout, mais vous êtes en train de nous prouver que la presse algérienne ne traite pas de certains sujets, justement, sous l'effet d'une certaine pression. Oui, page 13, censure des médias tels que TSA du 5 octobre au 28 novembre. Page 14, contrôle des sites des réseaux sociaux. Il cite par exemple Cité de Grenade et citation à comparaître au tribunal de Buira juste pour avoir demandé une grève générale. Page 14, censure sur les livres. On ne peut pas importer les livres si on n'a pas donné le nom d'auteur, le numéro de siret, je ne sais pas. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Interdiction des événements culturels. Il cite par exemple l'exemple de Bjaya avec le professeur Younes Adli, où il voulait faire juste un truc sur le berbère. Page 15, interdiction de manifester à Alger, refus systématique des hôtels à louer des salles. Nazar d'ailleurs, au passage, au début de sa vidéo, il dit... On lui a refusé une salle. On m'a refusé une salle. C'est quand même le comble. Comme quoi. C'est quand même leur politique, ils la payent aujourd'hui. Donc ça, c'est... Bon, je suis arrivé juste à page 15, mais pour ne pas trop tarder. Mais je veux vous dire que c'est un rapport... Mais pour en rester à ces condamnés pour délit d'opinion, ces prisonniers politiques qui sont en prison, certains depuis 27 ans, dans le silence le plus total, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est regrettable, effectivement. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire déjà sur le rapport. Le rapport de l'État américain, je
J'ai envie de dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est que des choses qu'on connaît déjà et qu'on sait déjà et qu'on a mis en exergue depuis quelques temps déjà. Maintenant, peut-être c'est aussi... Vous vous trompez. La plupart des Algériens ne savaient rien de ces 160 prisonniers politiques. Ils ont été Quand je dis la plupart, je dirais au moins 95% des Algériens ne savent rien de ces 160 politiques. Et selon l'avocat spécialisé dans cette question, 300 prisonniers politiques. Moi, je ne le sais pas. Moi, journaliste, qui suis très au fait de ces questions-là, je n'étais pas au courant de ça. 160, et vous dites que tout le monde est au fait de ça. Ce n'est pas vrai. Non, je dis ça dans le sens où, dans l'historique, si vous voulez, il y a eu un rapport, d'ailleurs, qui a tiré les informations. D'ailleurs, l'ambassadeur américain était obligé de se désolidariser par rapport à ce chiffre annoncé, en disant que c'était des chiffres qui ont été annoncés déjà en 2015, qui n'ont pas été réactualisés depuis. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce rapport a émané par le passé avec ces mêmes chiffres. Maintenant, si vous me posez la question sur que le peuple n'est pas au courant, ça c'est un autre débat, c'est un autre sujet, et ça nous renvoie sur peut-être le sujet d'après. C'est vous qui l'avez dit, tout le monde le sait. Non, quand je dis tout le monde, c'est-à-dire pour ceux qui sont plus à même de consulter, si vous voulez, avec l'ère du numérique et du digital, je pense qu'aujourd'hui les Algériens sont beaucoup plus au courant. Il y a de grandes questions qui sont ignorées de tout le monde. Et dans celle-ci, on est d'accord, qui est complètement condamnable, atroce, 160 personnes, c'est des êtres vivants, qui sont emmurés, vivants depuis 27 ans, et dont personne ne parle. Donc on ne peut pas parler d'eux en termes légers. Dire par exemple, bon ça tout le monde le sait, je suis désolé. Non. Je pense qu'aujourd'hui je vais me faire passer pour le mauvais élève du plateau. Non, mais nous on parle librement, on est des amis j'essaye de donner, échange, non bien sûr, non, j'essaye de donner en fait si vous voulez une approche beaucoup plus, on va dire pragmatique, mais surtout avec une analyse rigoureuse. Quand je dis ça en fait, c'est qu'à aucun moment, et je pense qu'on reverra peut-être le replay, mais je n'ai pas évoqué cette légèreté pour traiter ce sujet. Oui. Bien au contraire, tout ce qui touche nos confrères, tout ce qui touche au fait nos compatriotes, nous touche aussi. Donc effectivement, c'est des gens qui souffrent au quotidien. Quand vous parlez de 27 ans d'incarcération, et quelle incarcération, dans des conditions exécrables, je l'avoue. Maintenant, attention aussi, peut-être que pour apporter une certaine analyse aussi complémentaire ou différente, j'en sais rien, vous en jugerez par vous-même, il y a aussi, vous avez parlé effectivement de 300 comme chiffre. C'est l'avocat. C'est l'avocat Mustafa Ghazel qui le dit. Après, donc, et il est spécialisé dans cette question. Après, dans ces 300, ne serait-ce que nous allons le recevoir dans une émission. Ne serait-ce que par respect envers la justice, le peu de justice qui existe encore et qui fait certains juges qui font quand même, tant bien que mal leur travail, ne serait-ce que par respect envers eux, non. Je pense que dans la justice algérienne, certes, elle est amputée par certaines choses, mais je pense qu'il ne faut pas la réduire non plus à de l'injustice. Oui, ça, c'est des gens, quand même, qui ont été traduits devant des tribunaux spéciaux, où le juge il est cagoulé. Oui, donc il faut pas quand même, et sous la torture. Sous la torture, ouais. faut pas, mais je ne peux pas minimiser quand même le rôle ignoble que la justice. Alors quand on parle de justice, bien sûr, on n'est pas en train de diffamer toute la justice. Mais allons au bout de la réflexion dans ce cas-là. Mais les juges qui ont fait ce travail, et on sait très bien comment la justice travaille, elle travaille au téléphone. On parle depuis tout à l'heure sur ce sujet, mais il n'y a rien de normatif en Algérie. C'est ça ce que je veux dire. C'est qu'il faut remonter au tenant des problèmes. Maintenant, quand vous parlez d'un État démagogue, un État avec une appétence de pouvoir à outrance, un État qui justement est absolutiste. Bien évidemment que tout cela devient, on va dire, des événements subsidiaires à ce qui se passe. Mais encore une fois, je ne veux pas me faire passer pour quelqu'un qui ne l'est pas, ou du moins ce que vous essayez en tout cas d'avoir comme conclusion. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que... Non, on discute. Bien sûr, non. Je dis tout simplement... quand vous dites la justice, on ne la résume pas, justement, à quelques juges. C'est une conséquence tragique d'une politique. On ne peut pas, si vous le permettez, on ne peut pas non plus ne pas aller au bout de la réflexion pour dire effectivement, si on était dans un État idéal, dans un État dit démocratique, on aurait eu des jugements équitables, des jugements civils, des jugements dignes de ce nom, avec des juges dignes de ce nom. Là où je veux en venir, effectivement, leur jugement a été fait dans des conditions, certes occultes, dans des conditions voire même suspicieuses. Mais ce que je veux dire par là aussi, c'est que on ne peut pas aujourd'hui ne faire que le constat sans pour autant mettre, on va dire, en complémentarité les événements qui gravitent autour. Et aujourd'hui, malheureusement, cher monsieur, c'est que nous sommes dans un système qui n'est pas en corrélation avec ce que nous attendons aujourd'hui. Donc on peut débattre pendant des décennies sur ces sujets-là, ils resteront toujours, l'année prochaine on refera un autre plateau, et ça sera peut-être encore pire. Donc ce que je veux dire par là, monsieur Benchonouf et cher monsieur, et nos téléspectateurs également, c'est que
il faut d'abord faire la part des choses. Aujourd'hui, si on veut un jugement équitable, il faut le changement, il faut l'alternance, il faut qu'on change la base. On ne peut pas parler, on ne peut pas polémiquer pendant des heures là-dessus. Il y a des gens qui souffrent. Je prends ça avec un ton solennel et grave. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui au quotidien. Effectivement, peut-être quand on va prendre les dossiers au cas par cas, certains peut-être n'étaient pas éligibles à la concorde civile, peut-être d'autres ont du sang sur la main. Ils disent que ce ne sont pas des prisonniers politiques, c'est pour ce sont ça, des terroristes. Rien ne pourra occulter, rien ne pourra, pardon... Et on a vu quelqu'un sur le plateau dire « j'ai tué de ma main un soldat ». Il est toujours... Oui, et là, il a mis quelqu'un d'autre qui a mis en vidéo des têtes de gens qu'il a coupés. Il leur a coupé les têtes. Il n'a pas été mis en prison, parce qu'il faisait partie des milices. Je vous interromps, Badis Khnissa, parce qu'on doit avancer. Ce qui est triste, en fait, c'est d'entendre des gens en fait, de faire des discours... Parler de la réflexion et faire des discours de la poésie politique. Parce que nous, on a des convictions et on est convaincus. Si, c'est la poésie politique et la poésie politique, en fait... je suis pragmatique. Et on parle de gauche à droite, on ne comprend rien. On doit dénoncer. Non, il y a deux choses, en fait. Il y a des gens qui ont condamné sans passer par la justice des innocents, ils les ont mis en prison, ils les ont ramenés en fait dans des camps de concentration et ils sont malades. Et aujourd'hui, les gens qui ont fait ça, la solution, c'est de revenir. Déjà d'en parler. Et d'être sincère. Non, on n'a pas parlé de et de ne pas essayer en fait de les cacher. Il faut parler, il faut commencer par le commencement. C'est Céline, Badis Khnissa. Juste une petite précision, je vous laisse. Et c'est triste parce que... Pardon, je vais vous laisser finir. Donc, quand je vous ai dit on en parle, c'est parce qu'on n'en a pas parlé. Ce chiffre, 160 prisonniers, et selon l'avocat, 300 prisonniers, ce n'est pas un chiffre. Chacun de ces gens est une vie, qui sont pendant 27 ans en prison dans des situations sinistres, catastrophiques. Certains sont morts en détention. Ils n'ont pas droit à un avocat parce qu'ils sont condamnés définitivement. Ils n'ont pas droit de visite d'organismes humanitaires pour constater dans quelles conditions ils sont détenus. Et ils ont été jugés après des séances de torture par des cours spéciales dont certains juges étaient cagoulés ou alors jugés par des militaires, par une justice dont tout le monde sait que non seulement elle est corrompue jusqu'à la moelle, moi je dis le contraire de vous. C'est une justice qui est corrompue jusqu'à la moelle, au point où rares sont les juges qui ne sont pas corrompus. C'est l'inverse, voyez-vous. Rares sont les juges honnêtes, intègres et qui souffrent beaucoup. Et j'en connais. Je n'ai pas dit non plus qu'ils étaient tous honnêtes. Non, j'en connais. Juste que par respect la plupart sont des corrompus. La plupart des magistrats algériens sont des corrompus. Et j'assume ce que je dis. Rares sont les magistrats honnêtes et intègres et ils souffrent beaucoup. J'en connais quelques-uns qui ont été remerciés, qui ont été chassés, qui ont souffert, qui ont eu des problèmes à cause de leur intégrité. Que je veux garder une image et pour ces prisonniers en question, je m'excuse de m'être un peu importé, il faut se mettre à leur place. Ce sont des vies qui ont été brisées, broyées, qui ont été victimes d'injustice, qui ont été torturées. Certains, pardon pour nos téléspectateurs, ont été émasculés. Et nous connaissons des noms de gens qui ont été émasculés pour avouer ce qu'ils n'ont pas commis. Je vous laisse poursuivre, Tarsis. Donc cela montre que la justice n'existe pas. Je ne vais pas rajouter une couche. Non. Et je vais revenir à un point très très important pour moi, c'est que le DRS existe toujours. S'il y avait une page qui est tournée comme ils le disent, parce qu'ils racontent qu'en quoi le DRS n'existe plus, le système a changé et tout, donc on aurait pu au moins accéder à certaines informations, savoir un peu plus sur certains événements, connaître en fait la vérité en fait sur les assassinats politiques, sur l'assassinat de Boudiaf par exemple. D'ailleurs, son fils accuse Khaled Nazzar et certains généraux qui étaient aux commandes à l'époque. Donc, comme aujourd'hui, on continue à vivre en fait le même scénario, si ce n'est pas pire, et on voit que les prisonniers politiques ils sont toujours en prison et les gens en fait qui essaient en fait de dire la vérité, ils sont automatiquement bousculés et même conduits devant la justice.
disent qu'il est indépendante. Donc voilà, ça montre le vrai visage du pouvoir algérien. Et moi, je suis convaincu que le système n'a pas changé. Le système, c'est le même. Le DRS est toujours là. Et le pouvoir essaye par tous les moyens, en fait, de se pérenniser le maximum. Et donc, on ne peut pas parler aujourd'hui en fait, d'une justice indépendante ou des journalistes, des véritables journalistes d'investigation, parce que l'investigation n'existe pas. Demain, justement, vous me donnez l'occasion de faire travail d'investigation. Tout de suite, on le met en prison. Donc, même les libertés, en fait, voilà, c'est entre parenthèses, la liberté pour dire ce qu'ils veulent entendre. Et même aujourd'hui, ils sont revenus en fait sur le 5e mandat du président, alors que la Constitution interdit en fait de faire plus de 2 mandats. Donc même la Constitution ne sert pratiquement à rien. Et vous me donnez l'occasion, en parlant des journalistes, voilà, de passer au dernier sujet. Mais je voudrais dire avant que le Maghrebia va animer une émission sur cette question de ces détenus d'opinion, 160 ou 300 selon l'avocat, pour essayer d'en savoir plus et d'en parler. Nous allons essayer de faire une émission de 2 heures sur cette question pour essayer d'aller au fond des choses. Et nous allons passer au sujet de Reporters sans frontières qui vient encore une fois d'épingler l'Algérie qui passe à la 136e place selon le rapport de RSF. Rang mondial en matière de liberté de la presse, 136e place. Tout à l'heure, nous avons parlé du rapport du département américain sur les détenus politiques. J'ai vu que vous avez été étonné. Vous en avez cité quelques points, mais Badis Khnissa, sur le rapport RSF. Écoutez, encore une fois, nous sommes consternés de revoir encore et encore ad vitam aeternam se répéter ces mêmes rapports, ces mêmes constats. On est en 2018, effectivement, on est dans un contexte qui ne s'y prête pas. On est dans un contexte, encore une fois, et j'espère que ça sera très limpide pour monsieur, pour que je sois très clair, et que je ne fais pas de poésie non plus, car l'heure est grave d'ailleurs. Oui, aujourd'hui, effectivement, on n'est pas étonné de ces déclarations. On est comme je l'expliquais tout à l'heure, dans un régime, d'ailleurs, sans visage, quelque part. Donc, on ne pourrait même pas le qualifier et donner son ADN, vu tellement qu'il mute, il s'adapte au gré des événements. On essaie d'aller un peu vite, parce qu'on a le sujet des médecins résidents. Très rapidement. Il faut vraiment faire un survol. Donc oui, le délit d'opinion existe aujourd'hui toujours, mais pour autant... quels sont les mécanismes qui ont été mis en place pour pouvoir le faire? Quand vous voyez les ministres de tutelle, bien évidemment, ils sont, encore une fois, des supplétifs de ce régime. Quand vous voyez certains leviers exercés sur ces journalistes, sur leurs sociétés, parce que ça reste quand même des sociétés qui doivent faire des recettes, à travers des leviers de publicité, par exemple, ils arrivent à les mener là où ils veulent. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous ne pourrons aller au-delà de ces complexités et ces problématiques qu'en effectuant le changement radical. Et ce changement radical ne peut venir que par le vrai levier, le levier du peuple. Nazim Taleb, très vite sur cette moi, ça va être très rapide parce que, ceux qui ont cru à Jamal Oud Abbas qui disait qu'on est mieux que la Suède ou d'autres déclarations, qu'on était mieux que les États-Unis, ce rapport, il est toujours dominé par la Finlande, Pays-Bas, Norvège, Danemark et Suède. Ça, ce n'est pas nouveau. Moi, ce qui m'étonne, agréablement surpris, que je vois en Afrique, vous avez des pays qui se classent mieux que la France et les États-Unis. Par exemple, vous avez l'Afrique du Sud, 28, la France, elle est classée 33, les États-Unis, 45. Vous avez la Burkina Faso, classée 41, Namibie, 26. Donc en Afrique, où on a toujours cette idée qu'il y a toujours l'hémisphère nord qui fait mieux, mais finalement, même dans l'hémisphère sud, on peut faire mieux que... Ça veut dire que Burkina Faso vient de mériter son nom. Exactement. Le pays des hommes libres. Exactement. Magnifique. Donc, tout ça, c'est une porte une lueur d'espoir pour l'Algérie, pour que, quand bien même elle est en Afrique, un jour, peut-être, qu'elle sera parmi ces gens-là. Espérons tard, si c'est sur la question, mais très vite. Je vais revenir en fait, sur la question, parce que le rapport s'est basé en fait, sur 11 éléments. La liberté de la vie privée, la protection de la vie privée, c'est-à-dire sur Internet, ils n'ont pas le droit d'accéder à des informations privées. La liberté en fait, de pensée, de conscience
de religion, la liberté en fait d'expression, l'égalité de traitement devant les tribunaux. Parler du rapport RSF. En fait, voilà, c'est ça. Donc, Ah bon oui, c'est ça. En fait, ils ne sont pas basés sur ça. Ça montre que l'Algérie, en fait, est loin d'être en fait un pays de liberté ou démocratique, tout simplement. Alors, nous allons passer au sujet de la répression de la manifestation des médecins résidents. Nous n'aurons pas le temps, malheureusement, de parler du projet de loi sanitaire. Alors, sur la répression des médecins, encore une fois, qui ont essayé de marcher à Alger, qui ont été très, très durement réprimés, brutalisés, enfermés dans des paniers à salade sans air. Certains se sont évanouis. On nous parle de fractures. Certains ont été fracturés à coups de matraque. Alors, moi, il y a des amis en fait, qui m'ont contacté. Il y a des 2 minutes chacun, hein, maximum. Des amis résidents qui m'ont contacté. Ils m'ont expliqué que en fait, des militaires ont traîné des femmes par terre. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient même pas la différence entre les femmes et les hommes. Oui. Donc, et ils pensaient que ce n'étaient pas en fait des policiers simples, mais des policiers, hein, pas des militaires, des policiers. Des policiers simples, mais ils disaient que c'est des forces spéciales. Oui. Donc, c'est juste pour montrer en fait la violence, parce qu'ils étaient tellement violents. Même eux, ils pensaient que ce n'étaient pas en fait des policiers censés réprimer une marche, mais c'est des gens à la base faits pour mener en fait des guerres. Voilà, non, mais vous ça, savez en fait, comment sont recrutés les éléments de la police anti-émeute, genre CRS? Vous savez comment ils sont recrutés? Ils sont recrutés sur la base de la brutalité. C'est-à-dire, si vous êtes, vous, gentil, intellectuel, qui réfléchissez, ils ne vous recruteront pas. Ils recrutent des soudards faits pour taper, pour brutaliser. C'est comme ça qu'on recrute ce genre de policiers. Par contre, les policiers de l'investigation, les policiers de l'enquête, c'est sur d'autres termes. Mais là, c'est comme ça qu'ils sont recrutés. Et je veux revenir à un point très, très important, c'est sur en fait, l'arrêt des gardes et les réquisitions. Parce que on n'aura pas le temps. Le ministre en fait, considère les étudiants comme des salariés. En fait, des étudiants les considèrent comme des fonctionnaires. Donc, il veut les obliger à appliquer, en fait, appliquer la loi 92. Sur la réquisition. Oui, sur la réquisition. Et 94-14, alors que, voilà, les étudiants, ce sont des étudiants. On ne peut pas appliquer cette loi sur les étudiants. En tout cas, eux ont déjà refusé. En fait, ils ont dit on n'acceptera pas d'être réquisitionnés. Et donc, la réquisition se faisant par la force, ça promet donc des problèmes. Je m'excuse de vous interrompre. Je suis obligé de faire le tour de table. Moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Rapidement, même si le sujet est grave, la règle des 3 R que j'avais évoquée la dernière fois, qui se répète, donc revendication, répression, réduire au silence, c'est le seul langage de ce régime. D'ailleurs, c'est le langage des faibles, finalement, la violence. Car ce régime, il faut dire ce qu'il en est, aujourd'hui, par sa politique coercitive, s'est noyé dans l'indifférence la plus totale. Cette indifférence, c'est quoi? C'est au fait qu'il ne reconnaît pas ni le dialogue social, ni les tractations, ni les négociations, pour la bonne et simple raison qu'il considère que c'est de la faiblesse. Or, il a un vis-à-vis qui est juste, et non des moindres, le peuple, et les citoyens, qui soient des élites ou autres, c'est le peuple, c'est la composante de la nation. Or, sans la nation, sans le peuple, la nation n'est rien. Bon, rapidement, moi, encore une fois, très peu ont réussi à manifester à Alger, et les médecins résidents sont parmi eux. Ils ont montré leur ingéniosité, ils ont su déjouer l'apparatus sécuritaire en s'organisant. Et quoi, quand on s'organise, quand on se connaît, finalement, on est moins sujet à des infiltrations des agents de sécurité. On peut se passer le mot et organiser une manifestation en plein cœur d'Alger à la place Émir Abdelkader. Donc, moi, je dirais tout simplement qu'il faut que nous, Algériens, c'est-à-dire que c'est vrai, on peut à 100, 200, on peut manifester à Alger. Et malheureusement, maintenant, c'est du sadisme. C'est-à-dire que quand on nous emmène, ils emmènent des femmes, des fois à 30, 40, 100 km d'Alger, en la laissant en pleine nature, sans un euro, sans un dinar en poche pour revenir. Ça, c'est arrivé et ça arrive de plus en plus. Donc, par contre, si les médecins, si j'ai peut-être un conseil, c'est d'essayer de fédérer autour d'eux d'autres organisations, d'autres syndicats, pour que demain, ce n'est pas 200 qui vont manifester à Alger, mais c'est 10 000, 50 000. Et pour déloger 50 000 manifestants à Alger, c'est 200 000 policiers, c'est 4 policiers pour un truc. Donc c'est pour dire qu'on a une force, on a des jeunes qui ont beaucoup d'ingéniosité, qui montrent beaucoup de détermination. Et je dirais que si on regroupe nos forces,
on va pouvoir arriver à nos fins. Voilà, tout simplement. Merci Nazim Taleb, merci Badis Khnija, merci Tahar Sisselir. Avant de vous quitter, nous allons encore vous passer un autre extrait de la conférence de Nazar, Khaled Nazar. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, bslama. L'armée Hachaha. Quand on est venu ici en 88, vous l'apprendrez. Au deuxième tome, 88, كنا في الصحراء. ما على بالناش واش واقع هنا، حتى طرقت الامور شعلت النار. مالناش احنا اللي شعلناه، وفي كل خطوه تشعل النار سياسيين يديروها عيطوا للجيش. كي يخلقوا عيطوا للجيش. واش دخلنا احنا ندخلوا في لافير 88 وندخلوا في 91 وندخلوا سمعتي وحكايه الفيس، شكون اللي جاب الفيس؟ انا اللي جبتوه. مانيش انا اللي جبته، كيفاه؟ الديسيزيون au niveau de قال لي بارتي à caractère islamique ما لقاوهم سمعتي حطوهم في سمعتي وكل شيء، وش صار اللي صار؟ رغم اننا درنا كل مجهودات باش الناس هادو يحطوا رجلهم في الركاب، لان c'est une sensibilité des Algériens, c'est normal qu'elle soit représentée. وكثير من الناس واحد يقول لك يا راديكاتور، واحد يقول يا ناس راكم غالطين. ولاد الشعب احنا، انا شخصيا ولد شعب. Je peux pas être éradicateur. والله خاطرش قال تكون عند فرنسا éradicateur. عند فرنسا نقراو دور الشعب في الظروف نتاع les guerres asymétriques. Sans le peuple, vous ne pouvez pas gagner la guerre asymétrique. Jamais. وحنا لو كان ما وقعتش الذبايح نتاع زيتوني ومشى الشعب معانا ما كناش نربحوه. هذه يقولها حقيقة. لأن je commandais l'armée et je le savais. Et je faisais de la lutte antiterrorisme et je savais. لو كان ماوش الشعب اللي وقف وحدنا أبدا.